À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport, à travers les maisons régionales de la performance, a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Dans ce podcast, nous parlerons de l'utilisation de la force maximale dans le sport de haut niveau avec Olivier Morelli et Bruno Parietti. Bienvenue à tous et bonne écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui nous sommes au Krebs de Montpellier pour parler du travail de la force max et nous avons la chance d'être en compagnie de deux experts, Olivier Morelli et Bruno Parietti. Bonjour messieurs. Bonjour à vous. Bonjour les gars. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant de commencer ? On va faire parler l'ancien en premier, donc Bruno Parietti, ex-prof de sport, sachant que je viens d'attaquer la retraite, anciennement prof de PS, spécialiste en musculation en préparation physique. Je suis formateur au Krebs depuis 1991. Moi je suis docteur en sciences du sport, j'ai une double casquette, je suis maître de conférence associé à l'Université de Montpellier et à côté de ça je suis responsable de la cellule recherche et performance à la Fédération française de handball. Voilà, j'anime quelques formations, notamment à l'INSEP aussi en parallèle. Merci messieurs. Alors comment est-ce que vous définiriez la force maximale ? Alors bon, il y a pas mal de définitions. Si on pouvait définir ça de manière un petit peu théorique, on pourrait dire c'est la tension maximale qu'un muscle va pouvoir mettre en opposition à une force. Voilà, donc on parle souvent, quand on parle de bioméca, de force interne, de force externe. Là, l'idée, c'est de pouvoir générer un maximum de tension. Voilà, c'est un mot qui va sûrement revenir dans ce qu'on va présenter là, de mettre le maximum de tension en opposition à une force externe. Donc on en est là. Il y a des auteurs qui ont beaucoup parlé de ça dans les années 80, Schmidt-Bleicher notamment, et d'autres qui ont montré que c'était intéressant d'aller chercher des tensions maximales. Et du coup, cette force maximale, est-ce que, suivant la discipline, on a nécessairement besoin de la travailler ? Je pense à des disciplines qui sont à dominante aérobie. Est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher la qualité de force maximale sur ces disciplines ? Je dirais qu'avant de parler force maximale aérobie sur les disciplines, quelle discipline demande vraiment de la force maximale ? On n'a que la force athlétique, où on va rechercher la force maximale pure. Toutes les autres disciplines vont se servir de cette force maximale pour faire un transfert dans leur discipline. Donc je dirais que par rapport à ta question, l'aérobie, oui, tout à fait. On peut se servir de la force maximale. On va voir comment s'en servir et comment l'utiliser. Ouais, alors il y a pas mal de travaux qui ont montré quand même l'intérêt d'aller développer de la force max, notamment par exemple sur l'économie de course. Pour un coureur, pour un triathlète, on avait pas mal évoqué ça avec des collègues à l'époque, parce que ça permet aussi de repousser des phénomènes de fatigue et des dégradations sur les techniques de course, qui fait qu'aujourd'hui, en augmentant un petit peu le pic de force, ça permettait aussi d'entretenir des qualités de force inframax un peu plus longtemps, et notamment de maintenir un certain niveau de performance. Donc même quand on est un peu très éloigné, comme l'a dit Bruno, de disciplines qui sont vraiment orientées sur la force, ça peut avoir un intérêt. Moi, pour avoir travaillé un petit peu avec la Fédération française d'aviron à l'époque, c'est des choses sur lesquelles ils se sont vraiment beaucoup intéressés, c'est-à-dire essayer de se dire, ok, l'endurance de force c'est important. On pouvait voir du travail en circuit autour de 50 répétitions, 70 répétitions enchaînées. Ça, c'est intéressant parce que c'est leur activité, mais de monter un petit peu les niveaux de force et les indices de force maximale, ça, c'est des choses qui n'avaient pas forcément vu au départ et qui ont rapidement mis dans les programmes d'entraînement, sans être vraiment des gens qui vont pratiquer comme l'a dit Bruno, des spécialistes de force athlétique ou autre, quoi. Et alors concrètement, quel exercice vous proposeriez pour développer ça, la force maximale chez les sports d'endurance ? Alors je vais continuer vite fait. Ça va vraiment dépendre du pattern de mouvement. Ça c'est des choses que j'aime bien véhiculer comme information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquer un mouvement de musculation pour développer de la force maximale, ça peut avoir un intérêt. Mais il faut que le pattern de mouvement qu'on va développer, est-ce que je développe de la force verticale, de la force horizontale, il faut que ça ait un lien et un sens avec la discipline. Parce que si on n'arrive pas à avoir de transfert dans la discipline, si c'est juste pour monter les indices de force, ça sert pas à grand chose. Et parfois, monter les indices de force sur des mouvements proche de la discipline, c'est peut-être travailler de la proprioception globale du corps, c'est peut-être travailler du gainage à corps entier, où on va augmenter les niveaux de force sans vraiment aller chercher à développer comme peut le faire quelqu'un qui fait de la force athlétique. Et justement, dans une discipline où il y a un niveau de force nécessaire, tu disais Olivier que il fallait que ce soit adapté à la pratique et au type de mouvement. Est-ce qu'il y a un exemple précis, soit en handball, soit dans un autre sport dans lequel vous avez œuvré
tous les deux? Alors plutôt par exercice ou plutôt par méthode? Un exercice, et du coup, après, quelle méthode tu mets? Je vais vous donner un exemple. Nous, au volley par exemple. Si on prend le volley, qui est un sport très vertical, si on veut vraiment isoler le truc, on sait que le squat est quelque chose qui va développer de la force au niveau vertical. Mais quand je travaille avec les volleyeurs pour pouvoir être capable d'enchaîner des sauts très hauts, on pouvait utiliser de la méthode clustering, par exemple du cluster, où on faisait une rep lourde autour de 90% de la 1RM, on prenait une pause de 10-15 secondes, et on multipliait le nombre de répétitions, comme ça, jusqu'à 4, 5, 6, et on faisait 3-4 séries. Voilà, ça c'est des choses qu'on pouvait faire avec des volleyeurs, qui n'ont pas forcément des gros niveaux de force, comme peuvent l'avoir un rugbyman, par exemple, qui aura besoin de beaucoup plus de force, mais qui est quand même capable d'aller générer de la force, et d'augmenter ses indices, pour justement essayer d'élever son centre de gravité encore plus haut pour aller au-dessus du filet et être capable de tenir 5-7 s'il a besoin de sauter 5-7. Et par rapport à ça, il y a des temps de récup. Parce que quand on va travailler à 90% de son max, est-ce qu'il y a des temps de récup minimum à avoir ou pas forcément? On est quand même sur les facteurs nerveux, donc c'est quand même quelque chose où il faut pouvoir régénérer un petit peu. Nous, quand on travaille avec Bruno et qu'on a mis en place des choses, bien évidemment 3 minutes ça reste un standard quand on commence à travailler un peu lourd. Après, en parlant aussi de Marc Bouillot, qui a été quand même très proche et qui est décédé il y a pas très longtemps, il était capable de dire que même sur de la force max, parfois on pouvait prendre 15 minutes de récup. Aujourd'hui, quelqu'un qui va faire sa perf maximale. Moi, j'ai des gars qui peuvent lever 220 au squat. Un vrai squat, je parle. Mais quelqu'un qui va commencer à lever très lourd et qui doit être capable de réitérer la même performance dans un temps court, c'est-à-dire dans la matinée, si tu lui dis allez c'est bon, la créatine phosphate tu l'as resynthétisée en 3 minutes 30, tu peux y aller, il va te dire non, là je suis pas prêt à partir. Donc c'est plutôt des récup longues, et faut pas avoir peur de temps en temps de dire c'est pas grave, prends 2-3 minutes de plus, même si t'es à 7-8 minutes, et tu repars. Parce qu'on cherche la reproduction de la même performance. Et on va prendre le parallèle sur un sprinter. Un sprinter qui veut faire un 60 mètres pleine balle et être capable de réitérer la même performance, il va falloir quand même des temps de récupération relativement longs. Donc là, faut pas trop se battre avec des temps courts, mais il faut plutôt essayer d'avoir des récup qui soient assez complètes. Maintenant, faut l'organiser. Et ça, c'est le maître mot que nous, on disait, c'était que on reste pas assis sur un banc pendant 7-8 minutes en disant, là, c'est bon, on repart. C'est-à-dire qu'il faut organiser cette récupération pour qu'il y ait une pente de vraie récupération, psychologique, physique et tout ça, mais aussi se remettre un petit peu dedans en faisant remonter le niveau de vigilance neuromusculaire et derrière de repartir sur sa répétition. Alors pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, au niveau de la planification, à quel moment tu places une séance de force max dans la semaine, à court terme, et puis après dans l'année à plus long terme? Franchement, c'est une question qui est très vaste. Ce qui est très vaste parce que ça dépend pour qui je travaille. Je te donne un exemple. Si je travaille pour quelqu'un qui a une compétition massée à 5 mois, là je vais faire différents cycles de force. Et je vais faire différents cycles de force max, de force max, pardon, en fonction de l'objectif que je vais avoir. Maintenant, si je m'occupe d'une équipe qui va jouer tous les week-ends, ça va être différent dans la construction. Ça va être différent aussi dans l'approche individuelle que je vais avoir. Je peux très bien avoir au sein d'un effectif quelqu'un qui aura besoin de développer de la force maximale d'une certaine manière, parce que j'aurais fait un profil charge-vitesse ou force-vitesse pour regarder un peu où il en est, et un autre d'une autre manière. Donc, dans ma programmation, globalement, on sait que si elle est plutôt exhaustive, ce sont des séances qui vont un peu coûter en énergie. Le système nerveux va tourner, musculairement on va être un peu entamé. Donc, c'est évident que le faire très proche d'une compétition peut avoir des risques. Mais je vais aussi vous dire l'inverse. C'est-à-dire que là, depuis 20 ans, moi, je teste des trucs où on est proche d'une compète, mais quand je vous dis proche, c'est-à-dire que le matin d'un événement, je suis capable de faire un petit rappel de force maximale. Maintenant, je le fais comment, je l'organise comment, c'est complètement différent que si je l'avais fait avec un sportif dans un but de développer. Voilà. Et t'as fait les JO, est-ce que t'as fait des rappels de force max pendant les JO? Bien sûr. Et c'est justement là où alors on est pas mal de collègues à le penser, à essayer de le véhiculer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des aspects physiques et psychologiques dans la force. Quand on dit on se sent fort, c'est quelque chose qui est important. Et aujourd'hui, moi j'ai des athlètes pendant les Jeux Olympiques là qui ont battu leur record sur des mouvements. On va chercher une performance max parce que c'est très nerveux, donc on sait qu'à court terme on peut avoir des effets bénéfiques, et c'est très psycho. Et que l'association des deux quand on est sur la force max, c'est quelque chose qui te donne beaucoup d'allant et qui va pas entamer en fait ton organisme pour une performance.
Après, attention, ça dépend comment on l'organise aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais pas faire une séance de force maximale comme le ferait quelqu'un qui fait de la force athlétique à quelqu'un qui va être le jour de sa compétition. Voilà. Donc c'est pas tant le thème qui est important là-dedans, c'est plutôt le dosage et l'individualisation. Et là, pour le coup, faut bien connaître son athlète, sans rentrer dans trop de détails, mais est-ce qu'il est fast twitch ou slow twitch, tu vois? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir du nerveux et de travailler sur des courtes séries ou pas, quoi. Et là, il faut vraiment essayer d'individualiser ce qu'on va proposer à l'athlète. Mais du coup, Bruno, je te posais la question, mais ça veut dire aussi que quand on met en place une séance de force max, il faut le faire sur un organisme frais plutôt, ou c'est pas nécessaire? Mais, évidemment, sur un organisme frais, il faut bien savoir, donc déjà la force max, pour qui, comment. Là, on a parlé de 90%, on a X méthodes qui permettent de la développer. Donc, on reste sur les mouvements polyarticulaires, on garde des méthodes qui sont à peu près plausibles. Et après, comment, je dirais, les placer dans les semaines et dans les séances, on s'aperçoit que la quantification est hyper importante. Est-ce que vous faites 6 séries? Est-ce que vous faites 3 séries? Dans la séance, vous faites 2 mouvements, 3 mouvements. Donc l'organisme, évidemment, il doit être frais et il doit être suffisamment échauffé. Donc si vous faites dans votre séance 2 mouvements en force max, ça va vous demander à peu près 20 minutes d'échauffement sur le mouvement avant d'arriver sur les 90-95%. Et si c'est 2 mouvements qui sont sur des groupes musculaires différents, ça va faire 2 fois 20 minutes. Donc ça, on est obligé déjà de le compter dans les séances qui, sur le terrain, généralement, est souvent zappé. Et est-ce que ça peut être intéressant, si on est dans une discipline où on a du mal à retrouver le mouvement, de l'intégrer, d'avoir un travail intégré derrière? Je prends un exemple, par exemple dans le rugby, on peut imaginer un travail d'épauler, d'arracher, un mouvement d'haltéro, et après faire un mouvement de lift pour les lifters à la suite de ça, ou vraiment avoir un travail associé technique derrière un mouvement de force. Alors il y a plusieurs écoles, je dirais que le premier français qui a essayé de développer ceci, c'était Gilles Cometti, où il a mis beaucoup d'intégrer derrière les mouvements de musculation. Alors pour ma part, j'aime bien l'utiliser. J'aime bien utiliser tout le temps un petit retour spécifique après un mouvement, je dirais, de squat, que ça soit dans le tennis de table ou dans d'autres disciplines où je suis prépa, je remets tout le temps quelques secondes de mouvements spécifiques. Mais ça, je dirais, c'est mon expérience propre. Ouais, je vais rebondir là-dessus. Je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la transférabilité de la force. Aujourd'hui, faire de la force, faire un squat, faire un soulevé de terre, faire un développé couché, tout ça, ce sont des mouvements qu'on connaît, que beaucoup de gens pratiquent et qui peuvent avoir un intérêt. La première question qu'on doit se poser, c'est jusqu'où je vais monter mon niveau de force. La force maximale, c'est de dire, allez, de manière absolue, je vais lever 150 kilos sur un développé couché. Maintenant, je vais la regarder aussi du côté un peu relatif en disant, mais tu pèses combien? Parce que si tu pèses 125 kilos ou t'en pèses 85, ton niveau de force, c'est pas le même. Donc, il y a la force absolue et la force relative. Déjà, quand on regarde la force relative, on a un petit peu un regard un peu plus précis sur le truc. Et la deuxième chose, c'est de se dire, il faut absolument aller vers du transfert. Mais quand je parle de transfert, c'est que ça soit efficace dans la gestuelle du sportif. Dire aujourd'hui, posons-nous la question. Moi, je travaille avec des handballeurs. J'ai certaines performances. Je vais vous dire, par exemple, 200 au squat. Est-ce que j'ai un intérêt à faire monter mes mecs à 250 au squat? Qui va me demander du temps, beaucoup de méthodes, engendrer beaucoup de fatigue. Mais est-ce que ça va rendre mon handballeur plus fort, plus vite, plus explosif et surtout meilleur sur le terrain? La vraie question, elle est là. Et après, quand on a compilé un petit peu toutes ces infos-là, on va se dire, ok, je vais consacrer tant de temps au développement de la force maximale parce que j'en ai besoin, parce que j'ai fixé un seuil minimum sous lequel je pars du principe que ça va pas fonctionner comme il faut. Donc en fait, il est là dans la programmation, ça va être plutôt comme ça. C'est comment je me positionne, et je me positionnerai quand j'aurai compris complètement la discipline, l'individu qui est en face et le niveau d'exigence que je dois lui donner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous regardez quelqu'un qui est triathlète, il a un certain niveau de force, mais il n'a pas besoin d'avoir un niveau de force monumental comme un rugbyman. Par contre, un rugbyman, il a besoin d'avoir plus de force pour telle et telle raison. Donc, dans la discipline, il va falloir monter le curseur de la force en disant où je le mets le curseur. Est-ce que je le mets très haut? Dans ce cadre-là, si la personne est très très bas, il faut que je la fasse monter. Ou est-ce que je le mets plus bas? Et dans ce cas-là, j'ai pas besoin de le monter beaucoup.
Bon, moi j'ai bossé avec des cyclistes. Il y a des gens qui ont des gros niveaux de force. Les sprinteurs, ils avaient des gros niveaux de force sur les monts Brinf. Pour avoir bossé aussi avec des grimpeurs, c'est des gens qui ont beaucoup moins de niveau de force. Je vais pas me casser les dents à faire gros développement de force max parce que c'est pas leur besoin numéro 1. Il faudra optimiser un peu cette force max, mais c'est pas ce qu'ils ont le plus besoin. Donc, le plus important, c'est de se caler à la discipline, et quand on est dans un sport co, se caler aussi au poste de jeu et peut-être au profil de l'athlète. Et pour rebondir là-dessus, pour se caler aux personnes, la musculation a été diabolisée chez les jeunes. Est-ce que on développe la force max chez les jeunes? Oui, et il faut le faire. Et ça, c'est des choses. Après, je laisserai Bruno en parler, mais on travaille énormément avec Sébastien Rattel, qui est, je pense, un des plus grands spécialistes français, voire du monde, sur le travail physique chez le jeune sportif. Et en fait, on essaie de véhiculer ces informations en permanence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est trop craintif. C'est-à-dire, on est chez les jeunes, on dit il faut pas faire de la force. Mais pourquoi il faut pas faire de la force? Parce qu'on pense tous que force égale charge max, c'est dur, on va les blesser. C'est pas ça la force max. La force max, on peut la travailler avec d'autres méthodes. Tout est une question de tension qu'on va générer sur la fibre musculaire. Mais générer de la tension sur une fibre, on peut la faire de différentes manières. Quand on fait des séries longues à l'échec, on génère de la tension max à la fin. Et cette tension max, elle va développer de la force maximale. Donc chez les jeunes, on peut en faire. C'est pour ça qu'on est un peu en opposition avec le DLTA canadien et tout ça qui disait que la force faut attendre de passer le pic de vélocité de croissance pour aller en faire. Bah non, on peut en faire avant. D'ailleurs, si on l'écoute, il faut faire de la souplesse avant et puis en faire un mois après. Bah, un jeune, il est compliant, donc on s'en fout un peu de la souplesse. Pour l'instant, tout va bien là-dessus. Par contre, il faudra en faire après où il va commencer à s'enraidir un petit peu. Vous voyez, donc il y a des choses, je pense, chez les jeunes où là, en France, pour avoir un peu vécu dans quelques fédés, on est très craintif sur le développement de la force max parce qu'on se dit, mon Dieu, force max égale charge lourde égale on va se faire mal. Bah non. Aujourd'hui, un haltérophile, il commence à 6 ans dans une fédération, il fait des mouvements relativement lourds progressivement, et à 10 ans, ils sont capables de générer des niveaux de force importants. Il n'y a pas plus de blessés que dans les autres activités. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un vrai discours qu'on peut passer aux entraîneurs, c'est de dire, n'ayez pas peur. Par contre, et là, je vais donner la parole à Bruno, c'est avec une technique irréprochable, avec des positionnements, avec quelqu'un qui est derrière, qui contrôle, et on y va progressivement. Voilà. Donc, je suis sûr que tu vas compléter bien plus. Oui, tout simple, dès le plus jeune âge, c'est l'apprentissage technique des mouvements de muscles, ne pas attendre justement d'avoir 16 ou 17 ans pour les mettre sous les barres, évidemment avec des charges lourdes. Donc dès le début, faut bien savoir que la force max, même à l'école, très jeune, on arrive à la développer. Je fais de la pliométrie légère, je fais des sauts, je vais utiliser, en fait, ces sauts qui vont me permettre de gagner en force max. Dans n'importe quelle, je dirais des fois, structure, ce qu'on peut voir, c'est des aberrations du style, vous faites des pompes. Faites des pompes. Si la personne ne fait que 3 pompes, elle est sur presque de la force max. J'ai des personnes qui font 3 pompes, d'autres qui sont capables d'en faire 20. Donc la force max, utilisons-la, mais avant de l'utiliser, tant qu'il n'y a pas un bon positionnement sur toutes les gestuelles, c'est même pas la peine. Moi je le vois avec des jeunes gymnastes qui travaillent pas forcément justement avec des charges lourdes. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce qu'on pourrait imaginer faire travailler des jeunes, t'as déjà un petit peu répondu à la question, mais des jeunes gymnastes de 11 ans, 10 ans, on pourrait imaginer les faire bosser lourd? Alors, je crois qu'il y a il y a eu des études de fait du côté de Dijon sur des jeunes gymnastes avec de la force max. Je crois que ça a rempli à l'époque pas mal l'infirmerie. Faut savoir que la gymnastique, c'est déjà de la musculation, ça peut être de la force max par le biais des exercices spécifiques. Donc c'est un peu différent par rapport à d'autres disciplines qui seraient un petit peu moins dans le côté musculaire. Moi, c'est mon point de vue. Après, sur ce genre de discipline, il y a aussi le fait qu'on peut avoir des gens qui sont un peu précoces. Donc là aussi, il faut peut-être individualiser cette prise en charge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que quelqu'un... Moi, j'avais bossé un peu avec la Fédé Gym, chez les filles notamment. On avait un peu réfléchi aux évaluations. À 8-9 ans, on a déjà des filles qui s'entraînent 12 heures semaine. Bon, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire en sachant que la pratique développe de la force? Bruno vient de le dire. Est-ce qu'on peut faire du complément ou pas? Mais on revient à ce qu'on en a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, si la personne est apte à commencer à monter les charges progressivement parce qu'elle est tonique, elle est gainée, elle est placée, techniquement c'est bon. Aujourd'hui, il n'y a pas de contre-indication majeure.
Ce qui va gêner, c'est quoi? C'est peut-être le volume de travail qu'on va y mettre derrière. Ça renvoie aussi à prendre en compte ce que la discipline développe en termes de force max. Donc, il faut essayer de quantifier la totalité de l'activité du jeune. C'est surtout ça. Quand on discute là avec les collègues de fédération, ce qui est important, c'est de regarder globalement. Quand on fait de la gym, on fait déjà peut-être un peu de force max à des fois sur des mouvements. Donc si on en rajoute, faut essayer de quantifier la totalité, pas juste ce qui se fait en salle de musculation, mais dans l'activité et en salle. Et quand on a un regard assez global de l'activité, là on arrive à se dire OK, est-ce que je peux en mettre, pas en mettre, à quel moment? Mais on revient à ça, c'est techniquement, quand on a besoin de travailler, il faut que ça soit propre, il faut qu'on sente qu'il n'y ait pas de dégradation technique et qui pourra enclencher des problématiques articulaires, musculaires. Force max dans la prévention des blessures en réathlétisation, oui ou non? Moi perso, Pas du tout, non. ça dépend de la blessure, mais en tout cas moi quand j'ai un blessé de longue durée, c'est vraiment le moment où c'est hyper important d'en faire si on en a besoin. Je prends une activité où je me dis on a besoin de certains niveaux de force. J'ai un arrière au handball qui se blesse, j'ai 8 mois d'arrêt, je vais essayer de lui monter ses niveaux de force. Maintenant, si il a déjà des performances exceptionnelles et que j'ai pas besoin, je vais juste entretenir ce niveau de force. Donc encore une fois, ça va être le regard que je porte entre la discipline, l'athlète et les besoins qu'il a. Et à partir de là, moi ça me dérange pas d'en faire, hein. Je fais des cycles plutôt de 4 semaines autour de ça, si on peut discuter un peu de programmation, c'est plutôt des cycles de 4 semaines et derrière, il faut avoir le temps de régénérer. Après, on n'a pas parlé trop de méthodes, mais il y a plein de méthodes, l'excentrique, l'isométrie, le travail oxytonique et tout ça, ça a du sens. Qu'est-ce que je vais chercher à recruter? Pourquoi? Sur quel mouvement? Et là, il faut essayer d'avoir ce regard par rapport à l'activité et ce sportif qui est en face, quoi. Pour rebondir, tout va dépendre de la blessure du sportif, hein. S'il est blessé en bas, moi, sur le haut du corps, sans problème, je vais utiliser la force max et je vais essayer justement de profiter de cette blessure en bas pour améliorer le haut du corps. Donc je vais vraiment utiliser cette force max. Ouais. Et vous parliez de rappel de force tout à l'heure, mais ça décroît au bout de combien de temps quand on fait de la force, enfin quand on n'en fait plus du coup? Bon, alors là, il y a pas mal de papiers scientifiques qui ont étudié un petit peu ce phénomène de désentraînement des qualités, de force, de puissance et tout ça. On sait que l'endurance de force va être très très vite en difficulté. Alors au bout d'une quinzaine de jours, on sait que ça va commencer à chuter sur les niveaux de force. La force max c'est juste un petit peu après et qu'il faudra la réactiver. Donc tout dépend un peu du le temps d'arrêt en fait de l'activité. Ça peut être quelqu'un qui est alité pendant un mois. Là, il y a pas mal de travaux là-dessus, hein. Quand on est blessé, on reste debout. On est blessé, on est alité. Là, ça va décroître un peu plus vite. Et il va falloir penser à la réactiver. Ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on intervient sur les entraîneurs, sur nos étudiants pour dire, voilà, ton mec, il est blessé pendant 3 mois. Il est arrêté pendant 1 mois, il est béquille, attelle, etc. Quoi qu'il arrive, il y aura un déconditionnement sur le niveau de force, endurance de force, puissance, force max. Va falloir remonter ces indices-là. On prendra le temps qu'il faut. Et c'est vrai que des fois, on est un petit peu bloqué avec des entraîneurs qui nous demandent quand c'est qu'il revient, il faut vite qu'il revienne. Et puis toi, t'es bloqué parce que tu sais qu'il a été arrêté 4 semaines complètement, qu'il est un peu désentraîné sur ces qualités-là, qu'il faut réactiver ces qualités. Mais ces qualités, elles se réentraînent beaucoup moins vite qu'elles se désentraînent. Et donc, il faut prendre le temps. J'avais beaucoup échangé avec un ami, Frédéric Marcerou, avec qui on bosse pas mal sur les niveaux de force max. Et en gros, on essayait de regarder ce qui était intéressant comme fenêtre de réentraînement par rapport à la force. Là, il faut essayer de trouver des compromis entre le temps d'arrêt et le temps de reprise. Mais souvent, il faut à minimum le même temps, voire un petit peu plus, pour remonter les indices. Tout dépend de la disponibilité de l'athlète et de ce qu'il pourra faire. Moi, je voulais rajouter un truc, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de bosser là-dessus. Aujourd'hui, quand on parle de velocity based training avec des capteurs de vitesse, aujourd'hui, quand on utilise des mouvements, on peut justement aller quantifier ce qu'est capable de faire un athlète en lui donnant des ranges de vitesse, en disant allez, là on va être encore plus efficace sur le développement. Et je pense que là aujourd'hui les entraîneurs, faut qu'ils soient un peu sensibilisés à ça et que leur prépa puisse travailler librement là-dessus et en utilisant des capteurs. Je pense que ça simplifie quand même beaucoup de choses sur ce développement-là, quoi. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur les personnes qui développent la force max en utilisant des charges un peu sous-maximales, qui vont dire qu'ils travaillent la force max en bossant à 50%, 60%, à des charges assez légères? Est-ce que c'est possible? Ça dépend dans quelles conditions ils les font. Moi, je suis persuadé, tout à l'heure, on a parlé de tension. D'accord, vous vous rappelez? Donc, la tension, c'est on met les charges lourdes, on a tension max, là, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, on s'est dit que chez les gamins, et ce qu'on se dit souvent, chez les gamins, on va faire du travail plus long,
mais du travail plus long, on va arriver à tension max à la fin, ça aura une incidence. Aujourd'hui, moi, le 50%, il peut m'intéresser si je mets de la vitesse. Et je pense que le mot d'ordre aujourd'hui, si on veut vraiment essayer d'aller toucher les fibres 2 qui nous permettent de dire on va vraiment axer la force max, engageons du travail à 50-60%, pourquoi pas, mais par contre avec une intention de vitesse max. Et là, on revient à la techno, c'est-à-dire que quand on a aujourd'hui des mouvements sur lesquels on va équiper des barres en disant voilà, je veux que tu atteignes 1.2 mètres par seconde, là, on va demander un engagement de vitesse. Alors ça dépend des mouvements, hein, c'est pas toujours les mêmes chiffres en dépendant des mouvements, mais là on va vraiment donner une intention et là on va pouvoir développer de la force max. Moi j'avais une question pour alors qui touche moins nos sportifs. Par contre, c'est est-ce qu'on a un intérêt au moins pour garder des qualités nerveuses à un certain âge, de continuer à travailler sur de la force max post-carrière, on va dire, ou à 40 ans, 45 ans. Je sais pas, j'ai l'impression que tu me regardes, non? C'est parce que t'es en face de moi. Hein. Oui. Il va me regarder dans pas longtemps, hein, donc. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je peux vous dire qu'en force max, j'ai perdu. Si je regarde les écrits divers, je devrais avoir une baisse de peut-être 40%. En m'entraînant régulièrement, j'ai dû perdre en force max 15%, 20% maxi. Donc l'intérêt, je le garde quand même. Pour ma forme de tous les jours. Donc je continue à travailler la force max, ça a aucune incidence au niveau de mes tendons, des articulations, mais je fais ça on va dire modérément. J'utilise plus les efforts répétés pour maintenir ce niveau de force max. Je pense que c'est ça qui est important. Il y a deux choses, parce que Bruno, c'est quand même quelqu'un qui pratique la musculation et il va faire une compète, là, peut-être au mois d'octobre-novembre, là, sur la force max, en force athlétique. Donc, c'est quelqu'un qui pratique beaucoup la muscu. Faut faire attention juste à qui pratique, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un de 60 ans qui viendrait te voir en disant, faut que je fasse de la force max, est-ce que j'ai le droit ou pas? Tout dépend de son passé, un peu. Tout dépend de ce qu'il a fait ou pas avant. Est-ce qu'il est sédentaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été sportif, qui a arrêté, qui veut reprendre? Je trouve que c'est intéressant. Moi, je rentre un peu là-dedans, hein. Je suis un poil moins âgé que Bruno, mais quand même un peu maintenant. Et c'est intéressant d'en faire. Maintenant, le seul truc, c'est qu'on sait que c'est lié à la baisse de testo. On va avoir moins de force parce que la testo va chuter progressivement, hein. On y va tous, voilà. Mais par contre, comme l'a dit Bruno, des efforts un peu plus nuancés. C'est-à-dire que aujourd'hui, personnellement, si j'avais quelqu'un de 60 ans, je lui ferais faire des séries de 5, 6, 7, 8. Ça, c'est bien, ça entretient un peu les niveaux de force. Parce que c'est suffisant, parce qu'on met moins de contraintes aussi au niveau articulaire, au niveau osseux, parce que la force max, c'est pas non plus que le muscle. C'est souvent ce que je dis à certaines personnes. Aujourd'hui, quand on est sous une barre, il n'y a pas que des muscles qui bossent. Quand on fait un squat, il y a des notions de contraintes importantes sur le rachis. Bon, mais quand on a 60 ans, est-ce qu'on est bien gainé, moins bien gainé, posturellement, est-ce qu'il n'y a pas des soucis, des déviations qui se sont installées? Donc là, faire de la force max sur du très lourd à très peu de reps, ça peut avoir peut-être des incidences qui sont un petit peu délétères pour l'intégrité physique, et Bruno en parlait tout à l'heure. Mais autrement, d'entretenir ces tensions musculaires pour entretenir une décroissance moins prononcée de la force max, ça, je pense que c'est intéressant. Tu me parlais d'outils tout à l'heure, hein, Olivier, mais comment est-ce que vous évaluez la force max? Il y a plein de manières d'évaluer la force max. Soit tu vas aller chercher la 1RM, ça c'est classiquement dans des sports, on va dire, de force, ou dans des sports où tu as des professionnels entraînés, aguerris, où là tu vas aller challenger les mecs sur du 2-3 RM. Alors moi, la 1RM, je la fais pas trop souvent, parce que je trouve qu'elle est très risquée, et en plus elle fluctue beaucoup. Elle fluctue, l'état de forme, la fatigue et tout ça fait que ta 1RM va beaucoup bouger, et c'est pas un standard, c'est pas pour moi un gold standard important. Maintenant, demain je m'entraîne avec un haltérophile ou quelqu'un qui fait de la FA, ça sera important, parce qu'à un moment donné, lui, sa performance, c'est sa 1RM, c'est pas. Mais par contre, voilà, la 2-3 RM peut être intéressant. Puis après, quand on est chez des jeunes, il y a des tables de corrélation. On prend la table de Brisky, on prend les choses comme ça. Même si on sait très bien qu'il y a des effets qui sont pas top quand on va commencer à faire du 6, 8, 10 RM, on va surestimer la 1RM. Mais globalement, il y a des méthodes pour aller chercher ça. Et puis, il y a les nouvelles techno. C'est-à-dire que quand on mobilise une barre à 0,3 mètres secondes, on sait qu'on va être sur de la force max. Donc aussi, c'est une manière indirecte d'aller évaluer et de permettre d'avoir une estimation de sa 1RM. Elle est bien quand même, la 1RM, pour le côté psychologique, non? Quand on passe une barre à 100 kg qu'on l'avait jamais passée avant. Oui, c'est la fameuse barre à 100 kg du coucher, là, que tout le monde connaît, tout le monde essaye. Oui, c'est sûr que ça peut être relativement intéressant au niveau psychologique, hein.
Mais je pense qu'on peut accéder à cette barre de 100 kilos différemment. Je suis plus, comme Olivier, branché sur du 3RM, qui est plus encore sécurisant pour le sportif. Mais je rebondis ce que Saut a dit. C'est sûr que de temps en temps, on va aller côtoyer la 1RM. On va essayer d'aller la chercher parce qu'on va challenger quelqu'un, parce que ça montre qu'il a fait des progrès, ça valide des progrès. Donc psychologiquement, c'est aussi intéressant. Maintenant, pour être clair, aujourd'hui, quelqu'un qui me fait 3 reps à 180 au squat ou quelqu'un qui me fait une fois 190, je vais vraiment me poser la question. Je vais me poser la question de savoir si c'est vraiment utile qu'il la passe, parce que psychologiquement, on cherchait quelque chose là-dessus. Et puis derrière, je vais me dire, et c'est quoi le risque? Parce que moi, je travaille dans le milieu pro, haut niveau. Aujourd'hui, si je pète un mec en allant chercher une RM pour aller me faire plaisir ou lui faire plaisir, ça peut être aussi contre-productif. Donc, on est toujours un peu dans cette recherche de c'est quoi qui est utile physiquement, psychologiquement, mais aussi le côté un peu obscur de se dire wow, le risque que je prends si je le pète sur un mouvement et qu'il est plus là pendant 4 à 6 semaines parce qu'il s'est fait une lésion en torse du genou, etc., etc. Donc, il y a toujours ce penchant-là. Et je pense que quand on est dans le développement athlétique d'un sportif, faut toujours peser le pour et le contre sur c'est intéressant, pas intéressant, l'avantage, les inconvénients, voilà. On en revient toujours à la fameuse question de la force max. C'est pour qui, quel public, quel niveau, quelle discipline. Ça s'arrête là. Si on a trouvé ceci, on a X méthodes pour la développer. Mais la base pour moi, ça fait 3 fois que je dis, mais c'est intégrité du sportif en premier. Qu'il fasse de la force max ou qu'il fasse autre chose, on va essayer de quantifier tout ceci pour qu'il y ait justement cette force qui serve dans la discipline. Et pas simplement dire je fais 180 au coucher, c'est bien pour avoir des pecs pour la piscine. Ça sert à rien pour la discipline, je pense. Et sur des entraînements voire tri quotidiens, à quel moment vous placez votre entraînement de force max? Non, là il y a pas mal de travaux qui ont été menés un peu là-dessus, parce que comme on sait, donc c'est lié à la testo. Et la testo, on a globalement sur la chronologie des moments où on est sur des pics. Donc il y a des moments intéressants qui ont déjà été vus depuis longtemps par la littérature. C'est le matin assez tôt ou le soir autour de 17h. Donc tout dépend de ce qu'on veut faire. Tout dépend de l'objectif qu'on recherche. Ce qui est certain, c'est que si aujourd'hui j'ai le choix de vraiment faire de la force max pour vraiment la développer, c'est vraiment le pic de 17h que j'irai chercher. Pourquoi? Parce que le matin à 6h ou 6h30, ça voudrait dire qu'il faut que je me lève à 4h, 4h30, le temps de préparer mon organisme à aller faire de la force max. C'est un peu compliqué, et aujourd'hui dans le sport de haut niveau, je préfère laisser les sportifs dormir un peu, passer ce pic-là le matin, c'est pas grave, on fera autre chose, on pourra travailler la force différemment, et de dire ok, à 17h, là où le niveau de vigilance il est le plus intéressant, voilà, là on va essayer de la développer. Donc dans les entraînements on est plutôt comme ça. On se pose même la question dans les sport co de savoir dans quel ordre on le met. Est-ce qu'on fait le spécifique d'abord, la force max après ou avant? Là j'ai essayé pas mal de choses aujourd'hui. On prend quand même beaucoup de risques de faire de la force max et après de l'activité où il va y avoir des sprints, des changements de direction, des freinages et des choses comme ça. Donc il y a peut-être aussi à regarder, mais c'est vraiment dépendant des périodes. Voilà. Mais dans le bi-quotidien, il y a toujours cet intérêt de dire je développe le plus, mais je le mets quand même en sécurité. Et à quel moment c'est le plus judicieux? Là, moi clairement, je préfère à 17h. Et est-ce qu'il y a des interférences avec des entraînements cardio et dans la journée? Oui, parce que j'ai vu que après on y revenait un petit peu. Là aussi, il y a plein de travaux là-dessus. Il y a des thèses qui ont été faites, des papiers dans tous les sens. Donc, les interférences, on en parle beaucoup dans les sports d'endurance. Moi, j'ai bossé avec le triathlon ici, sur le crêpe de Montpellier. Oui, mais les interférences, c'est si vraiment on calibre mal les choses. Mais globalement, il y a pas mal de trucs. Bon, c'est sûr que l'idéal serait de faire la force et l'endurance juste après. Voilà. Si on devait les coller. Après, on a vu qu'il y a des travaux qui montrent qu'au bout de 6 heures, on peut commencer à enchaîner, etc. Et puis après, ça dépend quel type de force, ça dépend quel type d'endurance. Les interférences ne marchent pas pour tous les types de force et tous les types d'endurance. C'est vraiment certains types de travail qui vont être un petit peu contradictoires, mais encore une fois, tout dépend des volumes des deux. Il y a pas dans les sports collectifs, on parle beaucoup d'interférences, mais au final, on n'a pas suffisamment d'aérobie pour que ça vienne perturber là sur les filières métaboliques que ça vienne perturber, que l'MBK vienne perturber mTOR. Donc on n'a pas on le regarde un petit peu si on peut, mais c'est pas le truc qu'on regarde le plus.
Faut pas oublier que la force max sur l'année, qu'on a fait, dans la plupart des disciplines, qu'on a fait 3 cycles, je pense que c'est déjà pas mal. Donc la force max n'est pas, je dirais, des cycles qu'on va reproduire tous les 2 mois. Hein. Dans la plupart des disciplines, je pense que ça soit pour toi pareil, hein, c'est 3 cycles, c'est quand même pas mal. Avec, de temps en temps, comme a dit Olivier, des rappels de force, qui ne font pas partie des cycles, un cycle global, mais on peut faire des rappels de force sans problème sur une ou deux séries de temps en temps. Hein. Merci messieurs. La suite pour vous, du coup, donc Olivier, c'est les Jeux bientôt. L'Euro au mois de janvier et les Jeux Olympiques à partir du 15 juin, on va partir en prépa jusqu'à, j'espère, la finale qui sera le 11 août. Et Bruno, une compète alors d'haltérophilie? Non, pas d'haltérophilie, de force athlétique, certainement en développé couché. Voilà, donc on s'occupe, c'est un petit peu antinomique d'aller chercher une médaille en développé couché quand on est pongiste. Ok, merci en tout cas pour la richesse de vos interventions et à bientôt sur un prochain podcast. Merci à vous. Merci les gars. Au revoir. Ce podcast vous a été présenté par 2 conseillers au niveau haute performance, Patrick Juvin de la Maison Régionale de la Performance du CREPS Centre-Val de Loire et Stéphane Germain, la Maison Régionale de la Performance de Bourgogne-Franche-Comté. Montage Stéphane Germain.